Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvel épisode sur l'histoire des maisons de couture. J'avais envie de changer un petit peu parce que je parle très souvent des maisons françaises, mais aujourd'hui je vous amène de l'autre côté de la Manche, chez nos amis les British. Vous l'aurez compris, on va aujourd'hui parler de l'histoire de Burberry. C'est parti. Thomas Burberry est né en 1835 à Brougham, en Angleterre donc. C'est un grand sportif et il pratique la gymnastique. Et très jeune, il va commencer à souffrir de rhumatisme. En vrai, je sais pas s'il y a une corrélation, mais je suppose. En 1856, alors qu'il a 21 ans et qu'il est apprenti drapier, son médecin va lui conseiller de ne plus porter d'imperméables en caoutchouc puisqu'ils ne permettent pas d'évacuer la transpiration. Pas sûr que ce soit le traitement le plus efficace, mais bon, en soi, ça va inspirer notre Thomas pour créer sa propre marque de vêtements. Il se spécialise donc dans les vêtements chauds et plus particulièrement dans les manteaux de pluie. Il va alors rechercher une matière qui soit à la fois imperméable et respirante et l'idée lui vient en parlant avec un berger. Il va trouver un procédé qui permet d'imperméabiliser la laine des moutons. En 1880, Thomas Burberry va finalement mettre au point le tissu qui s'appelle la gabardine, qui est un tissu très imperméable et très résistant et également qui permet la ventilation. En 1891, il s'installe finalement à Londres et commence à se faire connaître sous le nom de Thomas Burberry & Son. 10 ans plus tard, la marque est chargée par le ministère de la Défense de créer des tenues pour les officiers qui soient à la fois imperméables et résistants. On est donc pour l'instant sur une marque plus axée pratique que mode. Il crée donc le Tieloken qui est l'ancêtre du trench. C'est aussi durant ces années que va apparaître le logo de Burberry qui est le chevalier équestre qui est accompagné de l'adverbe latin prorsum qui signifie en avant et qui montre donc la volonté de Burberry d'innover. L'armure symbolise la sûreté et la solidité des habits tandis que le chevalier représente les standards d'intégrité de la firme. La maison obtient le titre de grand fournisseur des expéditions polaires puis de l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. À cette occasion, Burberry va créer son fameux trench qui va devenir une pièce iconique et qui encore de nos jours est une pièce indispensable à avoir dans sa garde-robe. Le trench devient d'ailleurs une marque déposée en 1904 et son design inclut des épaulettes pour y suspendre des équipements militaires, des boucles en D pour porter les grenades et également un bas-volet tempête pour permettre à l'eau de s'écouler facilement. En 1909, un premier magasin ouvre à l'international à Paris. En 1919, George V va faire de Burberry son habilleur officiel et après la guerre, de nombreux vétérans vont rentrer chez eux avec leurs imperméables Burberry et donc vont populariser le port du trench à la ville. En 1924, Thomas Burberry impose son fameux tartan écossais, blanc, noir et chameau, donc celui-ci, qui s'appelle le Novacek et qui devient vraiment la marque de fabrique de la maison. Il est à la fois chic et sobre et définit parfaitement le style à l'anglaise. La gamme va alors s'élargir avec des écharpes, des parapluies, des vestes, des pantalons et également en se spécialisant un petit peu plus dans les sports avec la chasse, la pêche, le tennis, le tir à l'arc, etc. En 1926, Thomas Burberry décède à l'âge de 90 ans et ses deux fils vont reprendre l'affaire familiale. Mais l'innovation qui était au départ la raison d'être de la marque Burberry va être reléguée au second plan et Burberry va vraiment reposer sur ses acquis pendant plusieurs années. En plus, ils n'ont pas vraiment à fournir d'efforts au départ puisque la marque va être adoptée par de nombreuses stars hollywoodiennes dans des films, notamment Audrey Hepburn ou Humphrey Bogart. Et en 1955, Burberry devient finalement le fournisseur officiel de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Mais la même année, Burberry est racheté par le géant industriel Great Universal Store et la maison va y perdre son indépendance mais également l'image innovante qu'elle avait eue jusque-là. Le groupe qui a racheté Burberry en 1955 décide de nommer Marie-Rose Bravo comme PDG et c'est une femme d'affaires américaine qui va donner un nouveau souffle à la marque. C'est un petit peu la Bernard Arnault de Burberry si vous voulez. Et elle va relancer Burberry de la même façon que Marc Jacobs l'a fait avec Louis Vuitton par exemple. Très rapidement, elle s'entoure de personnes assez réputées dans la mode, notamment Kate Moss comme mannequin. Et pour ses campagnes publicitaires, elle n'hésite pas à faire appel à de grandes vedettes comme Emma Watson par exemple en 2009 ou alors le fils des Beckham en 2013. En quelques années, elle fait doubler les ventes et les profits et acquiert la réputation d'être une redoutable femme d'affaires. Et elle va surtout beaucoup développer la marque aux États-Unis. Et pourtant, malgré ce succès, Burberry va encore traverser une crise identitaire. Quand il y en a plus, il y en a encore. En fait, sa clientèle est très divisée entre son image assez conservatrice. Je vous rappelle que la marque est fournisseur de la reine d'Angleterre
et une image totalement différente aux États-Unis où la marque est très rattachée à l'univers hooligan, donc les fans de football, qui vont énormément adopter la casquette Novacek de Burberry, et également cette casquette va être portée par de nombreux rappeurs. Donc tout cela va faire baisser la popularité de la marque auprès des clients plus prestigieux. Clairement, on est loin de la classe à la Windsor. Donc pour remédier à ce problème, Burberry va finalement retirer la casquette de la vente et va ramer un petit peu pour récupérer sa clientèle noble dans son pays d'origine. Ah, les Anglais, faut pas les brusquer, hein. Suite à ça, ils vont alors diviser leur offre en plusieurs collections. On a tout d'abord la collection Burberry Prorsum, qui est la collection haut de gamme qui propose des produits exclusifs. Puis la gamme Burberry London, qui est plus orientée grand public et qui propose les classiques de la marque. Et enfin, on a la collection Burberry Brit, qui est la collection la plus jeune et la plus dynamique. Alors comme d'habitude, je vais vous parler très rapidement des différents directeurs artistiques. Alors tout d'abord, de 1998 à 2001, on a Riccardo Menichetti qui va relancer véritablement la marque en mixant l'héritage anglais et l'élégance des Windsor avec un côté assez pratique pour les sports extrêmes. Et c'est d'ailleurs lui qui lance la collection haut de gamme. Ensuite, de 2001 à 2018, on a Christopher Bailey qui est donc resté 17 ans au sein de la marque. Et pour une fois qu'une marque change pas de directeur artistique tous les 3 ans, ça fait du bien. À un moment, il a même été à la fois directeur artistique et à la fois directeur général de la marque. Et en 2008, il crée la fondation Burberry qui pousse les jeunes à réaliser leurs rêves à travers leur créativité. Et cette fondation soutient des associations dans des régions où l'on compte beaucoup d'employés Burberry. C'est lui qui va développer digitalement la marque en la développant sur les réseaux sociaux, mais aussi en s'entourant d'ambassadeurs prestigieux. En 2009, il retransmet en live un de ses défilés printemps-été. Et si aujourd'hui les lives, ça nous paraît complètement banal, surtout sur Instagram, il faut se rappeler qu'on est en 2009 et que pour l'époque, c'est complètement ouf. En 2011, il avait aussi fait une campagne sur Twitter où il permettait aux internautes de découvrir la collection avant même qu'elle soit présentée dans le défilé. Et donc tout ça, ça va permettre de toucher un plus grand public. Avant son arrivée, le trench coat Burberry est un petit peu démodé et dépassé, et d'ailleurs même les employés Burberry ne veulent pas l'acheter. Du coup, il va vraiment le remettre au goût du jour, parce qu'aujourd'hui, un trench Burberry, c'est aussi iconique qu'un sac Chanel ou qu'un Cartier Hermès. On peut aussi noter qu'à cette époque, tous les grands de la couture anglaise, comme Alexander McQueen ou Stella McCartney, préféraient faire leur défilé à Paris, mais Bailey a énormément investi dans ses défilés et il a essayé d'attirer le plus de grosses têtes de la mode possible pour redonner toute sa noblesse à la Fashion Week londonienne. Et enfin, dernier gros concept inventé par Bailey, il a mis au point le concept de See Now, Buy Now, donc en 2016. En fait, jusque-là, on ne pouvait acheter les nouvelles collections que 6 mois après la date du défilé. Et donc, c'est une énorme révolution qu'il amène, même si au départ, beaucoup de personnes sont très sceptiques. Son dernier défilé soutenait la cause LGBT, et d'ailleurs, le tartan écossais avait été revisité avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Cara Delevingne avait d'ailleurs clos le défilé, et donc c'était encore une page qui se tournait pour cette marque historiquement assez conservatrice. Et donc en 2018, il est remplacé par Riccardo Tisci, et si vous suivez un petit peu mes vidéos, son nom doit vous dire quelque chose puisque c'est l'ancien directeur artistique de Givenchy où il est resté 12 ans. En fait, c'est vraiment ouf de voir à quel point toutes les maisons de couture se rejoignent au bout d'un moment. Il est recruté par Burberry pour rapprocher la marque des millennials. Sa collection automne-hiver 2019-2020 est présentée au Tate Modern à Londres et son style paraît un petit peu déroutant au premier abord pour la clientèle historique de Burberry, mais moins déroutante pour les personnes qui connaissent son travail chez Givenchy. Donc un travail très streetwear. Par ailleurs, il a collaboré avec Peter Saville pour la création d'un nouveau monogramme. Ce monogramme est composé des initiales du fondateur, qui est Thomas Burberry, et il devient très vite le nouvel imprimé phare de la marque. Voilà pour les grands directeurs artistiques. Récemment, la marque semble s'être beaucoup engagée du côté du développement durable. Donc elle a annoncé la réédition de certains modèles de la collection Printemps-été 2020 dans des matières plus durables et elle a informé la mise en place d'un étiquetage qui permettra aux consommateurs de connaître l'impact environnemental des produits. Par ailleurs, d'autres changements avaient déjà été opérés à l'arrivée de Riccardo, notamment l'abandon des fourrures et le fait de brûler les invendus. Selon le site Burberry, aujourd'hui, un manteau sur 5 exporté de Grande-Bretagne est en manteau Burberry. Je sais pas pour vous, mais j'ai bien aimé changer un petit peu d'ADN mode parce que j'ai fait énormément sur les maisons parisiennes, mais voilà, j'ai bien aimé parler du style british, à la fois classique, mais dont l'image est quand même totalement au goût du jour. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand les directeurs artistiques restent assez longtemps dans une maison pour imposer leur style, pour structurer l'identité de la maison et prendre le temps de la faire évoluer. Et enfin, chez Burberry, j'aime beaucoup cette dualité entre marque affiliée un petit peu à la noblesse anglaise
et à la fois à l'innovation et à la quête de sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!